Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Et nous débutons ce journal par ce fait divers intervenu à Sabon-Yayi, c'est dans la commune de Chikal, où un éleveur aurait été tabassé et ligoté après avoir été amené chez le chef du village de Sabon-Yayi. Et le Kapan s'est saisi de cette affaire et le récit de fait est signé Abdelrazak Hamidou. L'affaire s'est passée dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'appelle Moussa Boubacar, il est éleveur et vient de Kokiré. Il s'est retrouvé à Sabon-Yayi, dans la commune de Chikal, à la recherche de pâturage à 46 km au sud-est de Filengue. Retrouvé en train de dormir, réveillé, conduit par des hommes chez le chef du village, il aurait été tabassé, à commencer par le chef du village lui-même. Une attitude à déplorer et que déplore M. Mohamed Al-Mansou, acteur de la société civile et secrétaire général du Kapan. Ce qui est dommage, c'est que le chef du village de Sabon-Yayi était le premier à lui porter des coups. Ensuite, les autres se sont rués sur lui. Et après ces traitements inhumains et dégradants, qui n'ont pas fini, ils l'ont ligoté avec les couches. Ce qui fait que lorsqu'on lui a rendu visite au CSI de Filengue, il avait les mains enflées, n'est-ce pas? Il avait souffert de ce traitement inhumain et dégradant, n'est-ce pas? Ce qui est malheureux de cette affaire, c'est que le chef du village, qui devrait assurer la protection de ses administrés et de tous citoyens qui seraient dans sa commune ou dans son village, n'est-ce pas? Et le premier a donné en tout cas le coup d'envoi, si vous le permettez, sur ce paisible éleveur-là. Régulièrement, nous recevons des plaintes des gens du fait du comportement du chef de groupement de Banclaré qui se comporte, en tout cas qui se comporte dans un territoire conquis, qui fait des choses anti-républicaines. Et vous savez vous-même que nous sommes dans une époque où nous avons besoin de la paix, nous n'avons pas besoin de ce genre de comportement qui pourrait, n'est-ce pas, amener les gens à poser des actes qu'on ne souhaite pas. Nous avons besoin de la sécurité à l'interne, nous n'avons pas besoin aujourd'hui que des Nigériens, n'est-ce pas, posent de tels actes sans être punis. Je pense que de tels comportements doivent être punis, surtout quand ils émanent de l'administration ou de ses démembrements. Ces chefs de village-là et certains ces chefs de groupement-là qui font ce qu'ils veulent et sans respecter la loi de la République doivent être interpellés par le ministre de l'Intérieur, doivent être en tout cas mis devant un conseil de discipline pour qu'ils répondent de leurs actes. Ça n'empêche pas que l'action pénale suive son cours. C'est vrai, le chef du village et 4 autres citoyens de son village sont actuellement à Filengue, au niveau de la gendarmerie, n'est-ce pas, etc. Et le jeune homme éleveur qui est de Kokiré, dans le département de Louga. C'est un jeune homme de Kokiré dans le département de Louga, après avoir suivi les soins. Dès les premiers soins, ce sont nos membres qui l'ont aidé à faire avec 9 000 pour les premiers soins, ce sont nos membres qui l'ont aidé. Actuellement, il est chez ses parents. Ses parents sont venus de Louga, de Kokiré, pour le prendre. Et les soins, il est en train de suivre des soins. Conduits à la gendarmerie, les auteurs de cet acte ignoble, où ils ont été entendus, ils auraient été libérés désormais. Les fonds pour les générations futures au centre des échanges d'une journée d'information conjointement organisée par le ROTAB, le réseau parlementaire sur les industries extractives sur financement du NDI Niger. Le compte rendu de cette journée d'information avec Nasser Dantoufou. C'est une journée, dite journée parlementaire d'information et de partage des activités menées conjointement par le réseau parlementaire des initiatives de transparence dans les industries extractives et le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTABA, notamment sur le fonds alloué à la génération future provenant des ressources générées par ces industries. C'est pourquoi le président du réseau parlementaire a, dans son intervention, tenu à remercier tous les acteurs engagés pour la concrétisation de ces fonds.
question aux représentants NDI d'apprécier la complicité de ces deux réseaux à vouloir faire aboutir ce projet de loi. Nous nous félicitons de cette convergence de vues de tous les acteurs nigériens sur la sauvegarde et l'amélioration de l'environnement social, juridique et économique dans cette branche d'activité au Niger. À cet effet, je voudrais rendre un hommage mérité au réseau parlementaire nigérien sur les initiatives de transparence dans la gestion des industries extractives qui ne ménagent aucun effort pour entretenir de bonnes relations de collaboration avec le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable dans la conception et la mise en œuvre des plans de réalisation des objectifs consensuels. Quant au coordinateur du ROTAB, lui a axé son intervention sur l'importance de ce fonds pour la génération future. Ce fonds pour les générations futures, nous ne serions pas là à pouvoir encore vous justifier son importance. Il faut d'abord rappeler que c'est une obligation constitutionnelle, qu'il faut que le Niger puisse pouvoir se doter d'un fonds pour la génération future. Et ce n'est pas seulement au Niger. Ce fonds existe aussi dans d'autres pays, notamment la Norvège, qui aujourd'hui peut vivre exclusivement des investissements qu'ils ont pu engager avec ces fonds pour les générations futures. Notre pays, je pense, saura aussi en faire bon usage et fera pour que les générations futures ne puissent pas nous qualifier d'ingrats. Que cette tendance de malédiction des ressources ne puisse pas avoir son chapitre dans notre pays. Cette disposition constitutionnelle est une innovation de taille, a laissé entendre le vice-président de l'Assemblée nationale en ouvrant les travaux de cette journée. Les ressources naturelles du sous-sol sont des ressources tarissables, c'est-à-dire qu'elles vont certainement finir un beau jour. Aussi, la volatilité des prix de ces ressources peut justifier la création et l'alimentation du fonds à un moment où les coûts sont à bon marché. En effet, tous les citoyens nigériens de la génération future, de la génération actuelle, tout comme ceux des générations futures, doivent bénéficier des retombées de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol nigérien. L'impératif du développement durable sous-tend amplement la mise en place de ce fonds censé garantir l'avenir des générations futures, en couvrant tous leurs besoins et prétendre au bonheur auquel elles ont légitimement droit et non pas leur léguer un lourd passif, constitué de nombreuses dettes dont elles mettront un temps à payer. Il a été présenté l'avant-projet de loi sur les fonds pour les générations futures qui a suscité des discussions pertinentes. Le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, ROASEN, a organisé aujourd'hui une journée du décideur pour le renforcement du système de santé et la promotion de la vaccination. Une rencontre destinée aux conseillers des 5 arrondissements de la ville de Niamey qui vise à faire la synthèse des relais communautaires. On fait le point avec Asmaou Seydou. Cette journée du décideur pour le renforcement du système de santé et la promotion de la vaccination pour l'information et la sensibilisation. Elle vise à faire la synthèse des relais communautaires entre les conseillers des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Les maladies évitables, surtout au moment de la saison de pluie, causent un certain nombre de préjudices à nos populations. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu continuer et intensifier l'information et la sensibilisation des leaders que vous êtes pour pouvoir au moins contribuer à l'amélioration de l'état de santé de nos populations par une meilleure promotion, en tout cas de la vaccination. Cette matinée, nous allons échanger effectivement par rapport à un certain nombre de préoccupations
que nous n'avons pas pu prendre en compte au cours de nos précédentes rencontres, parce qu'à chaque rencontre, Niamey 1, Niamey 2, 3, 4, 5, nous avons eu à enregistrer un certain nombre d'observations et de suggestions. Et aujourd'hui, nous aurons en tout cas le privilège et la chance de passer en revue l'ensemble de ces suggestions et de recommandations afin de les traduire en plan d'action pour pouvoir mieux organiser en tout cas notre intervention à Niamey. C'est dans ce cadre que ce matin nous allons échanger en tout cas pendant 2-3 heures de temps afin de voir les pistes nécessaires à mieux réorienter ou à mieux renforcer nos interventions dans le cadre effectivement de notre contribution à l'amélioration de l'état de santé de la population, mais aussi à la promotion de la vaccination. Dans son discours d'ouverture, le vice-maire de la ville de Niamey a de prime abord salué l'initiative, combien importante pour la population de la région de Niamey. La vaccination est un droit fondamental et une composante des programmes de réduction de la pauvreté. En outre, la vaccination permet de sauver des vies parce qu'elle est capable de contrôler, d'éliminer et d'éradiquer les maladies. C'est pour ces quelques raisons que notre communauté s'est engagée dans la lutte contre plusieurs maladies infectieuses évitables par la vaccination, d'où l'intérêt d'intensifier les séances d'information, de sensibilisation et de plaidoyer. Au cours de chaque campagne de vaccination, ce sont des milliers de villages, hameaux, campements qui sont visités. Des centaines de milliers d'enfants sont vaccinés chaque année contre la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les diarrhées et les infections pulmonaires à pneumocoque. Sans la vaccination, ces maladies tueuses auraient sans doute eu raison des milliers d'enfants dans notre pays. Le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger-Roassen s'est lancé dans une campagne de promotion de la vaccination au Niger pour lutter contre certaines maladies, notamment le paludisme avec la saison de pluie qui s'installe au Niger. L'actualité au plan politique, les militants du parti Amen du 2e arrondissement communal de la ville de Niamey ont décidé de claquer la porte de cette formation politique. Ils l'ont fait annoncer officiellement ce samedi. Les démissionnaires accusent le premier responsable régional du parti de vouloir diviser les militants de ce parti Amen. Précision avec Hassan Salim Sarah. Nous déclarons solennellement notre démission de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen. Le virus de la division a visiblement attaqué le parti Amen de la Dantchana. En effet, les militants de ce jeune parti de l'arrondissement communal Niamey 2 ont annoncé leur démission de cette formation politique. Une décision qui s'explique pour plusieurs raisons. La première des raisons est que nous avons constaté pendant 4 ans, 4 longues années, dans ce parti Amen, dont nous avons été des acteurs fondateurs du parti. Parce qu'au début, on était une aile. Comment vous imaginez dans un parti comme Amen, on dit que pour que tu puisses avoir quelque chose, pour que tu puisses bénéficier des avantages, des retombées de notre alliance, il faut que tu jures sur le Coran. Pour avoir une moto, pour avoir un petit 50 000, 30 000, 100 000 ou 200 000. Ça, c'est du jamais vu. Et la seconde chose, au fil du temps, parce qu'il y a des personnes, où il y a une personne qui a su profiter plus que nous tous, et cette personne-là a bénéficié d'un poste au nom de l'ensemble des militants de la commune 2. Cette personne s'est créé un clan. Et ce clan-là, on le regrette. Et on reconnaît qu'on a été dominé pendant un long moment. Parce qu'on n'avait pas le pognon, on n'avait pas l'argent. Ce clan imposé, ou la personne l'a imposé à l'ensemble des militants une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite ne vient pas des textes fondamentaux du parti. Et cette ligne de conduite n'est que pure démagogie. Nous savons qu'au Niger, plus de 90% de la population, vraiment, c'est des pauvres. Nos parents, les pauvres militants, là, pour avoir un rien de miettes,
on achète leur conscience, on leur impose, comme je venais de le dire, une ligne de conduite. Et même par rapport au vote, il faut qu'ils amènent les bulletins des autres partis politiques. Il faut que tu t'accroupis, il faut que tu baisses culotte pour obtenir un contrat de travail, pour obtenir un poste de conseiller. Et voilà, grosso modo, en fait, la raison. C'est vraiment malheureux. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Et je vous jure que ces gens, c'est eux qui ont fait l'échec de l'ADA lors des élections législatives. Pour l'instant, ces démissionnaires du parti Amin Amin n'ont pas annoncé leur adhésion à un nouveau parti politique. Nous avons décidé de quitter Amin Amin, mais nous allons rester dans notre mouvement. Nous allons travailler les esprits, nous allons expliquer à nos camarades les raisons de nous allons continuer à leur expliquer et à les mettre sur la bonne voie. Et on attend voir. C'est désormais ex-militants du parti Amin Amin qui ne sont pas du tout contents de la gestion des responsables régionaux du parti soutiennent tout de même le coordonnateur communal et le président du parti Omar Hamidou Tchana. Pour le coordinateur régional Amin Amin de Niamey, Hassan Seydou, que nous avons joint au téléphone qui est indexé dans cette affaire, et cette démission est un non-événement. Affaire donc à suivre. Les modifications apportées dans le code électoral après son vote à l'Assemblée nationale suscitent encore des commentaires de certains acteurs de la société civile. On fait le point avec Abdelrazak Hamidou. Le mercredi 14 juin 2017, l'Assemblée nationale, en session extraordinaire, a examiné et adopté à l'unanimité des 137 députés présents à l'hémicycle le projet de loi organique portant code électoral en vue d'apporter des corrections aux insuffisances constatées dans l'organisation des élections au Niger. La société civile se prononce. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, nos inquiétudes, c'est quoi? Si le ministre Bazoum, lui, il est satisfait, nous pensons en tant qu'acteur de la société civile, en tant que défenseur des droits, en tant qu'observatoire des élections au Niger et en tant que citoyen nigérien, nous avons toujours une inquiétude. L'inquiétude, c'est où? L'inquiétude, c'est par rapport aujourd'hui aux élections qui vont se tenir en 2019. Ça fait longtemps que nous sommes en train de dire quel est le sort de ces conseillers-là à qui on a déjà voté des lois anticonstitutionnelles pour leur prolonger à 2 fois le mandat de 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à la finition de deuxième 6 mois, du deuxième semestre qu'on leur a voté. Quel sera leur sort? Est-ce que ces gens-là vont continuer à diriger nos communes jusqu'en 2019? Et de toutes les façons, nous disons au ministre d'État chargé de la tutelle des élections qu'il s'est trompé ou bien il a mal impressionné. Les élections ne peuvent même pas avoir lieu là où dit qu'ils vont faire les élections locales et régionales en 2019. Ça ne peut pas avoir lieu en 2019. Parce que si vous voyez, même si on met la CENI permanente, la CENI, là, même avant sa mise en place, il y aura des processus parce que toutes les structures qui vont se représenter au niveau de cette CENI-là seront des structures qui seront élues au niveau de leur base. Et il y aura des élections au niveau de certaines structures. Ça va prendre du temps. Et même si cette CENI est mise vers la fin 2017, on met ce processus en marche en 2018. L'opérateur qui va venir pour commencer la biométrie a besoin de retouches au niveau du fameux fichier dont ils ont récusé. Ils ont dit que ce fichier-là n'est pas bon pour faire des élections locales ou bien après ils nous ont amené un problème financier. Nous le rappelons qu'un fichier biométrique aujourd'hui au Niger, en 2 ans et demi, c'est difficile de le mettre en marche. Et malgré même qu'il refuse cet ancien fichier avec lequel nous avons fait les élections que élu le président de la République et les honorables députés, même si ce fichier on le considère, on va faire des retouches parce que à la date d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui sont majeurs, il y a des gens qui ont atteint l'âge de ce vote. Donc il y a beaucoup de choses et donc il faut faire une révision de ce fichier. Donc pour cela, nous pensons que même d'ici 2020, la mi-2021 même, vraiment nous pensons que c'est difficile d'avoir un fichier biométrique avec des cartes biométriques pour aller aux élections. Vraiment, nous pensons que le régime doit réfléchir et on doit faire un forum national pour ramener tous les fils du pays, pour appeler toutes les parties composantes, que ce soit les politiques, que ce soit les sociétés civiles, les sociétés syndicales, les magistrats, les avocats, tous ceux qui sont concernés par vraiment la bonne marche de la démocratie au Niger, pour qu'on puisse s'asseoir, vraiment en discuter, échanger, pour voir comment pouvoir conduire le processus démocratique dans de bonnes conditions sans qu'aucune partie ne remette en cause ce qu'on va entreprendre dans les prochains jours. Vraiment, moi, j'appelle les sociétés civiles nigériennes à se souder. J'appelle les magistrats à se souder. J'appelle les syndicalistes à se souder. Il faut que vraiment nous puissions faire un mouvement d'ensemble pour que vraiment nous puissions ramener ces gens aujourd'hui qui nous gouvernent à la raison, pour qu'ils puissent savoir que le peuple n'a pas oublié et qu'ils puissent savoir que le peuple contrôle les actions gouvernementales, que nous, là où nous sommes, on n'a pas besoin de quelque chose, on n'a besoin que du respect de la démocratie, le respect de la constitution, le respect de la légalité, le respect du peuple.
À noter et rappeler que les députés de l'opposition n'ont pas pris part au débat, ce qui a été déploré par Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur, et qui a aussi confié que c'est le vœu du président de la République de laisser des institutions fortes, riches pour notre pays. L'actualité dans nos régions cap sur la région d'Agadez qui a accueilli la cérémonie de lancement des activités du mécanisme de réponse immédiate MRI. Il s'agit d'une activité du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU financé par la Banque mondiale. Les images. Cette cérémonie qui consacre le lancement officiel des activités du mécanisme de réponse immédiate MRI dans le cadre du projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain PGRCDU constitue en fait l'aboutissement d'un processus de consultation à la base entre la population sinistrée, les maires des communes concernées et les responsables de services techniques. Consultations qui ont permis d'identifier exactement la nature des actions à entreprendre en réponse aux inondations de l'année 2016 à Agadez. Cette cérémonie se tient ici sur un lieu symbolique, le chantier de travaux du Kori Axamadar qui a assez souvent inondé la commune d'Agadez. De la mise en œuvre du portefeuille de la Banque mondiale au Niger. Il y a, dans tous les projets de la Banque mondiale au Niger, il y a une composante qu'on appelle contingence. Et cette composante-là, elle prend en charge les risques, les dégâts qui sont dus en urgence par rapport à des risques de catastrophe, de dégâts en matière donc d'inondation. Et c'est pourquoi, à peu près 5 à 6 mois de 2016, pour préparer un document qui a été acté par la Banque mondiale. Et c'est ce document qui a été déclenché par le gouvernement du Niger en décembre et par la Banque mondiale en mars. Et aujourd'hui, nous sommes venus lancer les activités qui doivent durer 10 mois maximum. Donc on a à peu près 5 milliards 8, à peu près à 5 milliards 80 millions à peu près à Agadez et à peu près 2 milliards 9 à Tawa, ce qui fait à peu près 8 milliards et quelques. Mais nous avons la possibilité aussi, dans les 10 mois, de mobiliser à peu près 3 milliards et quelques dans le cadre du même MRI, pour le cas par exemple de la ville d'Agadez qui a besoin d'un certain nombre d'assainissement. Comme vous avez vu, on vient de visiter certains sites là qui pourraient venir s'ajouter au courant de ces 10 mois. Pour les communes d'Ingal, d'Abaga, Ifirouane ou Gougoram, ce sont d'importants travaux de maîtrise des berges de Kori, des réalisations depuis Pastoro et Maraîcher, des équipements de motopompes qui sont réalisés, le tout pour un montant de plus de 8 milliards de francs CFA dépensés dans les prochains 8 mois, qui constitue la période d'exécution des travaux MRI. Il faut noter que ce programme d'action de reconstitution du capital au profit des populations des communes concernées par les dernières inondations de 2016 est financé par la Banque mondiale. Nous en venons à la rubrique Ramadan. Certaines personnes persistent dans la pratique des actes contraires aux prescriptions islamiques, même étant en jeûne. Que dit la religion par rapport aux jeûneurs qui commettent ce genre d'actes? Explication avec le prédicateur frère Ismaël Mohamed. C'est bien à cela dont Allah dit il n'a qu'à se dispenser vraiment de jeûner. On n'a pas besoin, il n'a qu'à manger, voir s'il doit continuer comme ça, parce que son jeûne ne sera pas valide. Donc il faut qu'on fasse attention. Pourquoi calomnier? Pourquoi diffamer? Pourquoi je vais m'intéresser à ce qui ne m'intéresse pas? Pourquoi? Et surtout dans ce mois, il faut qu'on apprenne à se... Ça ne me regarde pas. Pourquoi je vais me contenter qu'un malheur a frappé un tel ou quelqu'un est victime de tel ou tel malheur? Pourquoi je vais me complaire en tant que croyant, moi qui ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. C'est pas comme ça qu'un bon croyant doit se comporter. Ça ne me regarde pas ça. Pourquoi je vais calomnier? Pourquoi je vais... Oui, un tel, oui, mais comment? Voyez comment il a acheté ceci, il a fait cela. Oui, c'est fini. On organise ça et on diffuse. Non, ce n'est pas bien, et surtout dans ce mois. Et de toutes les façons, c'est un grand péché de façon générale. Du sport, enfin, le cadre de concertation du Comité olympique et sportif du Niger, COSNI, a tenu hier une réunion suivie d'une rupture collective. À l'issue de cette rencontre, des présidents des fédérations sportives se sont exprimés. On les écoute. De plus en plus, il y a une prise de conscience par rapport aux activités sportives, par rapport au mouvement olympique. Il va de soi que toutes les fédérations réunies au sein du Comité national olympique, ensemble nous sommes en train de voir quels sont les problèmes, qu'est-ce qui entrave la pratique du sport dans notre pays.
Et ensemble, je crois que nous pouvons trouver, et si nous parlons du même langage, on va trouver un peu les voies, je dirais pas les solutions, en tout cas on trouvera les voies qui vont nous conduire à la solution des problèmes qui assaillent l'ensemble des fédérations nigériennes de sport. Et j'ai encore ma mémoire ne faillit pas, j'ai été victime avant toutes les fédérations, au moment où moi j'étais secrétaire général de la Fédération nigérienne de football. Moi je crois que ces textes de délégation de pouvoir, il faut le revisiter. Nous avons compris qu'aujourd'hui, toutes les fédérations sportives du Niger ont énormément de problèmes. Et les mêmes problèmes, la base de ces problèmes, c'est toujours le ministre en question, que les gens ne veulent pas dire. Parce que paraît-il que quand on parle du ministre, il dit que c'est une délégation de pouvoir, il te révoque, il va nous révoquer tous. Je viens de parler avec plus de 10 fédérations qui me disent qu'ils sont partis. Il les a refoulés, il les a chassés. S'il sait qu'il ne peut pas, il doit jeter l'éponge et nous laisser notre place. Nous, on était président de fédération pendant 12 ans. Nous n'avons jamais vu un ministre comme ça qui chasse les présidents de fédération, qui empêche aux présidents de fédération de mener des activités sportives, des championnats. Ça, je suis désolé. Et en réalité, selon cette réunion, nous sommes tous déçus. Que des personnes élues avec dans un même bureau se regroupent et disent qu'ils ont suspendu un président et que nous, fédérations, nous membres des fédérations, nous nous taisons. Mais c'est un scandale. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est comme si nous revenons en arrière. Excusez-moi, quand le ministre Amala avait voulu suspendre nos fédérations, mais nous avons lutté corps et âme, nous avons lutté de tout notre soul pour que cette décision scélérate puisse être dégagée. Maintenant, ce ne sera pas à nous, les fédérations, qui allons commencer maintenant à nous entredéchirer à l'intérieur. Mais quand est-ce que nous allons travailler? Déjà que nous n'avons pas les moyens. Excusez-moi du terme, déjà que le ministère n'a pas les moyens de nous aider ou bien ne nous aide pas. Et la petite cohésion qui nous permet de travailler, elle est mise à mal jusqu'à ce que nous puissions suspendre un président et que nous nous en glorifions. Non, je suis désolé. Que ce soit la Fédération nigérienne de lutte ou toute autre fédération, que ce soit la Fédération nigérienne de taekwondo que je suis censé représenter, elle ne peut pas se permettre de suspendre son président. Depuis un certain temps, c'était depuis 2 ou 3 ans, on a constaté que le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports, n'arrive plus à subventionner les fédérations sportives. Même le petit championnat, les fédérations n'arrivent pas à l'organiser faute de moyens. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous pensons que nous avons le devoir de développer le sport dans ce pays-là. Et s'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas possible. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir.